Voilà, on va attaquer maintenant le problème des sous-espaces stables. Donc les sous-espaces stables, bon, il y a des choses assez simples au départ, mais aussi des choses très limites du programme. C'est probablement à l'oral la leçon la plus difficile hein, sur l'algèbre linéaire. Et bon, je conseille le livre qu'on avait fait en 2015, qui est le tome 2 de Histoire hédoniste, pas Nouvelles histoires hédonistes, mais Histoire hédoniste de groupes et de géométrie. Le chapitre 2, le début du chapitre 2 raconte à peu près les choses que je vais raconter ici. Euh, euh, donc, en fait, quand on regarde la diagonalisation, c'était une façon de chercher des droites stables et des droites stables en somme directe. Voilà la diagonalisation. Euh, bon, bah, c'est pas difficile d'essayer de généraliser ça et de commencer à approcher cette diagonalisation en cherchant des sous-espaces stables, pas forcément des droites. Et donc, on va fixer un endomorphisme U d'un espace E de un K-espace de dimension finie, toujours en dimension finie, et donc U sera toujours fixé. Quand on dira stable, ce sera U stable, d'accord sauf mention du contraire. Donc ici, on prend un sous-espace F de E, il va être dit U stable, stable, si U de F est inclus dans F. Et la première chose qu'on peut remarquer, c'est que on a ce qu'on appelle l'induit U indice F qui va de F dans F, qui à X donne U de X. Et ça veut dire comme ça va de F dans F, puisqu'il est stable, ce sous-espace F, et ben, UF va être un endomorphisme de F. Ça, c'est important, et c'est ce qu'on appelle l'induit hein, sur F. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle cet induit qui est dans L de F. Alors, ce que les gens oublient souvent, c'est qu'il y a un deuxième induit, on va dire un co-induit, comme souvent en algèbre linéaire, avec la dualité, c'est-à-dire qu'on va avoir un UE sur F, E sur F, donc ça va être un endomorphisme, hein, si vous voulez, de E sur F, donc l'espace quotient. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec les espaces quotients, regardez les vidéos que j'avais faites sur les structures quotients. Hein, donc là, voilà, vous regardez ça. Il y en a une, je crois que c'est la 4 sur les espaces vectoriels. Et ici, à x plus f, la classe de x modulo f, vous associez u de x plus f. Évidemment, il faut vérifier que ça ne dépend pas du choix de x dans la classe. D'accord? Puisqu'ici, on a isolé un x. D'accord? Là, c'était toute une classe, et là, on a isolé un x. Donc, il faut montrer que ça ne dépend pas. Mais ça ne dépend pas, d'accord, modulo f, parce que f est stable par u. Donc, finalement, avec un sous-espace stable, on obtient deux endomorphismes. Et matriciellement, ces endomorphismes, ils vont se voir. Ça va être les blocs diagonaux. D'accord? Qui sont carrés, qui sont des blocs carrés. Regardez, si je prends E et que je le décompose en F, qui est mon sous-espace stable, plus F', qui est juste un supplémentaire, pas forcément stable, alors, on va voir matriciellement les choses. On va avoir UF ici, parce que F, ici, donc je prends une base, hein, je regarde la matrice de U, je regarde la matrice de U dans une base qui est adaptée à cette décomposition. Donc ici, j'ai ma base de F, ici j'ai ma base de F', d'accord? Et pareil pour l'espace d'arrivée. Et ici, je vais avoir F qui est stable par U, qui va se voir par le fait qu'on n'a que des zéros ici, et donc j'ai un bloc diagonal ici, ce que j'appelle un bloc diagonal, qui est un bloc carré ici. Et pour f' qui n'a pas la chance d'être stable, ici j'ai pas forcément des zéros, hein, j'ai des éléments, mais je vais retrouver un UE sur f, la matrice en fait de UE sur f, là je devrais mettre matrice, ici. Voilà. Alors ça, vous pouvez le voir, hein, je l'ai expliqué dans ces
vidéo sur les structures quotient. Voilà. Et entre autres, hein, vous pouvez voir que le polynôme caractéristique de U, c'est le produit du polynôme caractéristique de UF par le polynôme caractéristique de UE sur. Bon, voilà. Déjà, on peut faire des choses, et déjà, on a fait un lien entre les sous-espaces stables et les polynômes, hein, puisque déjà, on a des choses sur les polynômes caractéristiques, et on a déjà de la divisibilité. Vous voyez qu'on est déjà dans l'arithmétique des polynômes, ça va très très vite. Les questions qu'on va se poser, c'est quels sont les sous-espaces stables? Voilà, voilà la question 1. Et pourquoi? Ben, je vous ai dit que, regardez, hein, c'est une approche de la diagonalisabilité, hein, c'est-à-dire que là ici, on veut rendre une matrice diagonale, et on commence par la rendre, disons, diagonale par morceau, en quelque sorte, hein, vous voyez. Et ensuite, on veut essayer de lisser tout ça, d'accord? Mais tant qu'on cherche des sous-espaces stables, même si on arrive par récurrence sur la dimension, comme par exemple quand vous prouvez le théorème spectral ou des choses comme ça, si vous arrivez à lisser tout ça, eh ben, vous n'aurez pas encore la diagonalisation. Tout ce que vous aurez, c'est la trigonalisation. Donc là, ma question 1, c'est trouver les sous-espaces stables, qui est quelque chose qui ressemble à des problèmes de trigonalisation. Mais la question 2, si on veut vraiment approcher le problème de la diagonalisabilité, c'est de trouver les sous-espaces stables possédant un supplémentaire stable. C'est-à-dire que cette fois-ci, on a trouvé un f' tel que c'était stable, et ici, on a du diagonal par bloc. On avait tout à l'heure du triangulaire par bloc, et là maintenant, on a du diagonal par bloc. Et là, on a plus de chances par récurrence, hein, à obtenir quelque chose de diagonalisable, ou au moins approcher la diagonalisation. D'accord? Voilà, donc voilà, ça va être les deux questions. Et comme on s'en doute, ces deux questions vont être liées à des polynômes. C'est les polynômes d'endomorphisme qui vont nous donner des réponses. Et en fait, si on regarde bien, pensez à la trigonalisation, le critère le plus fort, c'est que qui est scindé. Alors que la diagonalisation, le critère le plus fort, c'est que mu, d'accord, qui c'est le polynôme caractéristique, mu c'est le polynôme minimal, et scindé simple. En fait, on va voir que trouver les sous-espaces stables va nous amener au polynôme caractéristique, alors que trouver des sous-espaces stables possédant un supplémentaire stable, eh ben, on peut se douter que ça va nous amener à des problèmes, hein, de polynôme minimal. C'est ça qu'on va voir. Mais maintenant, scindé va être transformé par autre chose. On verra ça plus tard. Deux extrêmes, déjà. On voit qu'il y a deux problèmes extrêmes, et c'est ça qui est bien par rapport à la diagonalisation, c'est que ça va nous ouvrir tout un champ de sous-espaces possibles. D'abord, est-ce qu'il existe une droite stable? Ça, on sait qu'il existe une droite stable si le polynôme caractéristique possède une racine. Et bien maintenant, on va avoir un autre extrême. Qu'est-ce qui est l'extrême d'une droite? S'il n'existe aucun sous-espace stable, à part évidemment 0 et E, parce que 0 et E, ça en fait partie, toujours, ça c'est important. S'il n'existe pas de sous-espace stable, ça c'est l'autre extrême. Mais là, on va voir que c'est lié au fait que qui est irréductible. Je vous avais dit, ça c'est lié à la question 1, hein, d'accord? Et la question 1 est souvent liée au polynôme caractéristique. Hein. Alors maintenant, voilà donc les choses qu'il faut avoir en tête. Maintenant, d'autres choses qu'il faut avoir en tête avant de commencer. On n'a pas encore commencé, là, hein. On pose juste les questions, on regarde les choses matriciellement, on définit des petites choses. Les deux remarques, c'est si on a deux sous-espaces stables, alors l'intersection et la somme sont aussi stables. Stable par U, hein, toujours, hein, quand je dis stable, c'est U stable. Hein. Bon, bah oui, ça c'est évident, mais c'est évident, mais ça va nous permettre de définir les parties stables engendrées par une famille. Qu'est-ce que c'est? Ben, vous prenez une famille d'éléments, de vecteurs, et vous regardez quelle est
le plus petit sous-espace stable engendré par cette famille, donc qui contient cette famille. Allons-y pour les exemples de sous-espaces vectoriels stables. Le premier exemple, donc on vient de voir, on prend un élément x, on va le supposer non nul, et on va regarder le sous-espace stable engendré par x, c'est-à-dire l'ensemble des combinaisons lambda k, uk de x, quand k appartient à n, évidemment, c'est des sommes finies, hein, c'est-à-dire que les k sont presque tous nuls. Donc, on a une base de ce sous-espace qui est évidemment ici écrit comme ça, il est évidemment U stable, et c'est évidemment le plus petit qui contient X. On a une base ici qui va être X, U de X, U, K-1 de X, avec K le minimum des entiers, tels que X, U de X, U, K de X est lié. Ou si vous préférez, K-1 c'est le maximum, tel que ça, c'est libre. Bon, évidemment, comme X est différent de 0, bon, ici, K-1, il a un sens, parce que K, c'est pas égal à 0, d'accord. On va avoir une base, parce que, par définition, c'est libre, d'accord. Donc, là, par construction, ceci, c'est libre. Et puis, ces générateurs, à partir du moment où on a x, u de x et uk-1 de x, eh ben, on a uk de x, puisque uk de x, d'après la définition, c'est lié, ce qui veut dire que uk de x, puisque cette partie est libre, s'écrit en fonction de cela. Maintenant, uk plus 1 de x, bah, par récurrence, va s'écrire en fonction de cela, et donc en fonction de cela, hein, etc., etc. Donc on met une récurrence en place, et on montre que c'est bien une famille génératrice, c'est-à-dire que ça va contenir tous ces éléments-là. Donc, on a une base, et maintenant, on a un induit, hein, comme on avait dit, puisqu'on a un sous-espace stable, et la matrice de l'induit dans cette base, ben, on va reconnaître la matrice compagnon, c'est-à-dire que x, son image par u, ça va être u de x, qui est le deuxième vecteur, u de x, qui est le deuxième vecteur, son image par u, ça va être u2 de x, qui est le troisième vecteur, etc., etc., jusqu'à uk-2 de x, dont l'image va être uk-1 de x, donc on va avoir un 1 là et que des 0 là, et enfin, à la fin, uk de x, uk-1 de x, son image, ça va être uk de x, et uk de x va s'écrire comme ceci, hein, donc je vais avoir une relation de liaison, que je peux écrire comme ceci, uk de x égale ceci, et on reconnaît maintenant, ici, la matrice compagnon qui arrive naturellement. La matrice compagnon de quel polynôme? De xk moins ak-1, xk-1, moins etc., moins x à 0 qu'on a ici. Donc voilà déjà un premier exemple de sous-espace stable qui va être très important, surtout si on pense après au théorème de décomposition de Frobenius, où on pourra toujours décomposer avec une certaine condition d'unicité E en sous-espace de ce type-là. Maintenant, deuxièmement, si U et V commutent, alors on a des sous-espaces stables, c'est-à-dire que ker de V et im de V sont U stables. D'accord ? Et des éléments qui commutent, il y en a plein, hein, on va le voir. Alors, il faut savoir le montrer les yeux fermés. Hein. Vous prenez x dans ker de V, il faut montrer que u de x est encore dans ker de V, donc on va faire v de u de x, mais c'est u de v de x, et ça fait 0. D'accord? Parce que v de x est nul. Donc u de x est bien dans ker de V. Et pareil, y appartient à im de V, donc il faut montrer que u de y appartient encore à im de V, donc là, on fait u de y, mais u de y c'est u de v de x, puisque y, on peut supposer qu'il est égal à v de x, puisqu'il est dans im de v. Et là maintenant, ça fait v de u de x, et maintenant, ça c'est un élément typique de im de v, ce qui veut dire que u de y, pardon, est dans im de v. Donc voilà des choses très simples. Mais faites attention,
parce que souvent on voit ces erreurs à l'écrit, de penser que la relation commute avec est transitive. Non, elle n'est pas transitive. Si U commute avec V et V commute avec W, ça ne veut pas dire que U commute avec W. Vous prenez V égale 0, tout le monde commute avec 0, mais deux endomorphismes ne commutent pas forcément. Donc, vous voyez qu'il y a un petit problème. Pour pallier ce problème de transitivité, il y a les polynômes d'endomorphisme. On commence à attaquer les polynômes, bon, on va un petit peu, on est obligé. Hein. K de U, les polynômes en U, c'est une algèbre qui est commutative. C'est-à-dire que tous les polynômes en U commutent entre eux. Et là, il y a bon, ce qu'on rêve de la transitivité. C'est-à-dire là, effectivement, on a toute une famille d'éléments qui commutent entre eux. Et bien, ça veut dire donc que P de U, si P est un polynôme, P de U commute avec U, et donc ker de P de U est U stable, et de la même manière, im de P de U est U stable. Donc, on arrive à en construire, vous voyez, là c'est de façon quand même différente, mais on arrive à en construire plein des U stables. Et là, je voudrais donc terminer ce grand 1 avec cette remarque qui est quand même importante, que si on regarde la décomposition du lemme des noyaux. Donc là maintenant, on est en train de supposer, on est dans l'hypothèse que qui est scindé, d'accord, que le polynôme caractéristique de U est scindé, et qu'on a une décomposition en lemme des noyaux, d'accord, E égale somme de K lambda. Et les K lambda, c'est donc, on sait, des kers de P lambda U. P lambda, c'est X moins lambda puissance une multiplicité bon, algébrique pour qu'on ait une annulation de U globalement. Donc là, bah, les K lambda sont des noyaux de polynômes en U, donc ils vont être U stables. D'accord? Mais mieux, donc on a une décomposition de E en somme de sous-espaces U stable. Maintenant, donc, mieux. Si F est un sous-espace stable, alors bah, le polynôme caractéristique qui annule U, bah, il va annuler l'induit UF, d'accord? Donc on peut appliquer le lemme des noyaux de la même manière et dire que F est somme directe de ker de P lambda de UF, avec les mêmes P lambda ici, puisque P qui est le produit des P lambda, hein, on va prendre le polynôme caractéristique qui est le produit des P lambda, il annule U, donc il annule forcément UF. Mais c'est là où c'est important, c'est que le noyau hein, de UF, c'est le noyau de U inter F. Et de la même manière, le noyau de P de UF, c'est le noyau de P de U inter F. Donc ici, on a une somme de ker de P lambda de U inter F. On peut sortir le inter F, d'accord, d'après une propriété presque tautologique du noyau. Et donc, ça veut dire que c'est la somme des K lambda inter F. Alors ça, c'est assez extraordinaire, parce que normalement, hein, et ça, on le répète tout le temps aux étudiants et aux gens qui veulent bien l'entendre, quand on a une somme, ben, l'intersection n'est pas distributive sur la somme. C'est-à-dire, en général, somme de K lambda inter F n'a aucune raison d'être la somme des K lambda inter F. On n'a pas cette distributivité. Mais là, on est dans le cas d'une situation où c'est distributif, c'est-à-dire que j'ai pris F, donc j'ai pris l'intersection avec F, donc là je prends l'intersection avec F, et non seulement, bon alors bien sûr c'est la somme directe, hein, on a une somme directe, et de K lambda inter F, j'ai pu faire rentrer le inter F dans la parenthèse. Et ça c'est quelque chose d'important. Mais plus important maintenant, c'est que trouver tous les sous-espaces stables, ça commence dans ce cadre-là à être donc le cadre qui est scindé, hein, bon voilà, donc dans le cadre algébriquement clos, hein, ça commence à devenir envisageable. Regardez, vous prenez F, un sous-espace stable, et ben, il est somme directe de sous-espace stable inter-K lambda. Ça veut dire, mais qu'est-ce qui se passe? K lambda, c'est un sous-espace sur lequel U possède une seule valeur propre, lambda. D'accord? Donc, on peut se ramener
comprendre tous les sous-espaces stables revient à comprendre tous les sous-espaces stables pour un endomorphisme n'ayant qu'une seule valeur propre. Et à translation près par lambda identité, ça revient à nilpotent. Donc, en gros, pour l'instant, on en est là. Si je sais comprendre tous les sous-espaces stables d'un endomorphisme nilpotent, alors je sais trouver tous les sous-espaces stables d'un endomorphisme dont le polynôme caractéristique serait scindé. Donc c'est déjà une belle avancée. Mais on n'est pas au bout de nos peines.